sommes le 11 juin 1955, dans l'après-midi. Entre 200 et 300 000 personnes sont venues assister à la plus célèbre de toutes les courses automobiles d'endurance, les 24 heures du Mans. Comme tous les ans, l'événement est très médiatisé. Des centaines de journalistes français et étrangers ont fait le déplacement et de très nombreux caméramans sont déployés tout autour du circuit. La course est filmée en noir et blanc et en couleur, pour la télévision et pour les salles de cinéma. Pour cette 23e édition, les voitures de sport les plus performantes du monde sont en compétition. Les concurrents roulent très vite. Plus vite que jamais. Quand tout à coup, à la 147e minute, une Mercedes explose et c'est la catastrophe. Plus de 80 morts et 140 blessés. C'est l'accident le plus meurtrier de toute l'histoire du sport automobile. Que s'est-il passé? Pourquoi tant de victimes? Et pourquoi les organisateurs n'ont-ils pas arrêté la course? Revenons plusieurs jours avant le début de la compétition. Mardi 7 juin 1955, vers midi, à l'aérodrome du Mans. Ces images ne sont pas filmées pour la télévision ou les salles de cinéma. Elles ont été faites par Bernard Chotard, un amateur passionné qui habite tout près du circuit. Prévenu par un ami, il est arrivé juste à temps avec sa petite caméra pour filmer discrètement ce spectacle. C'est la première fois que des voitures sont transportées jusqu'au Mans en avion. Et ce sont les nouvelles Jaguar, des modèles à l'avant-garde du sport automobile. Leur point fort, un aérodynamisme révolutionnaire et une puissance fabuleuse. Dans 4 jours, 3 de ces voitures disputeront la course. La 4e est de réserve, au cas où il y ait un problème avant le départ. Avec ces bolides, la firme anglaise espère répéter son succès d'il y a 2 ans, gagner les 24 heures du Mans. Le lendemain, mercredi 8 juin, le public assiste aux préparatifs en plein cœur de la ville. Derrière ce portique, les voitures sont vérifiées par des experts. Pour les passionnés, c'est le meilleur moment pour filmer ou simplement voir de près les bolides et leurs pilotes. Lui, c'est le fameux champion anglais Stirling Moss. Et lui, c'est l'Américain John Fitch. La télévision tourne aussi des images, mais à la différence du film amateur, elles sont en noir et blanc. On reconnaît les 4 Jaguars qui s'avancent vers le portique. Et voici leur plus redoutable rival, les Mercedes. Elles viennent de Stuttgart en camion. Ce jour-là, on contrôle l'identité des pilotes. L'homme qui porte un chapeau mou, c'est Alfred Neuboer, le chef d'équipe de Mercedes depuis près de 30 ans. À ses côtés, c'est Pierre Levègue, un pilote français. Il court pour l'équipe allemande. Alfred Neuboer s'est vraiment intéressé à ce pilote français pour la première fois il y a 3 ans, en juin 1952, pendant la course des 24 heures. Les Mercedes revenaient sur le circuit après une très longue absence. Un retour d'autant plus remarqué qu'elles ont gagné. Cette année-là, c'est la prouesse du pilote français Pierre Levègue qui impressionne le plus le public. Il court sur la Talbot numéro 8. Seul, au volant depuis 22 heures, il est sur le point de gagner et de réaliser un exploit historique quand soudain, c'est la panne. Acclamé par la foule, il regagne son stand à pied. À 46 ans, Pierre Levègue est passé tout près d'une victoire exceptionnelle. Épuisé, il tombe dans les bras de son épouse. Trois ans plus tard, le 8 juin 1955, le pilote français fait partie de l'équipe Mercedes. Pour Neuboer, cette recrue augmente les chances d'une nouvelle victoire.
Et 10 ans après la guerre, la présence d'un Français dans l'écurie allemande, c'est diplomatiquement plutôt adroit. Autre chose, vous avez remarqué la tenue de Levegh, costume, cravate? Il n'y a pas que Levegh qui soit bien habillé. Ils sont tous sur leur 31. Car ce jour-là, c'est l'entrée en scène officielle des pilotes, alors ils font tous attention à leur mise. Voici Fangio, le champion du monde en titre et le plus célèbre des pilotes. Il est argentin et il court aussi pour Mercedes. Et là, assis dans sa Jaguar, c'est l'anglais Mike Hawthorne, le pilote qui inquiète le plus Mercedes. Tout le monde attend le duel entre ces deux pilotes, le duel entre Mercedes et Jaguar, entre les Allemandes et les Anglaises. Vendredi 10 juin, la veille de la course. Ces images passent en France dans le journal télévisé. Elles montrent l'arsenal technique que va utiliser la télévision pour filmer et retransmettre ces 24 heures qui s'annoncent comme l'un des plus importants reportages en direct de sa jeune histoire. Grâce à ces antennes, les images et les sons vont être transmis aux 260 000 foyers français équipés de téléviseurs. Mais pas seulement. Depuis Le Mans, 4 relais ont été installés pour que les reportages soient bien reçus à Paris et que de là, ils puissent être renvoyés vers 5 autres pays, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. Ce sont les débuts de l'Eurovision. Samedi 11 juin, premier jour de la course. Ces images sont faites pour les salles de cinéma anglaises. Et pour affronter la concurrence grandissante de la télévision, elles sont en couleur et en cinémascope, 2 procédés très chers à l'époque. Plus de 200 000 spectateurs sont répartis autour des 13 km du circuit. Les places les plus convoitées se trouvent dans la zone du départ près des stands. C'est là que la concentration de panneaux publicitaires est la plus forte, avec des noms de bougies, de phares ou d'essuie-glaces. Ces emplacements coûtent cher, mais c'est un excellent investissement. En 1955, l'industrie automobile est en plein essor. À l'approche du départ de la course, les spectateurs affluent. Certains sont arrivés très tôt ce matin pour s'installer au premier rang. Vous avez remarqué les petits chapeaux que portent de nombreux spectateurs? Revoyons ces images. Sur celui-ci, on peut lire le nom d'une boisson alcoolisée. Et sur celui-là, le nom d'une autre boisson alcoolisée. Et sur tout cela, encore une autre. 3 apéritifs français. Plutôt malin, l'idée de distribuer ces chapeaux en papier, et cela ne coûte rien en frais d'emplacement publicitaire. Mais la réclame la plus spectaculaire sur le circuit est celle du géant du pneumatique Dunlop. Lorsque les bolides passent dessous, elle attire tous les regards. En début d'après-midi, le caméraman amateur s'est installé devant les tribunes, face au stand. C'est le meilleur endroit pour observer l'arrivée des voitures. Si elles sont poussées, c'est pour éviter de faire chauffer les moteurs avant la course. Et puis, c'est l'occasion de présenter au public des ingénieurs et mécaniciens qui ont travaillé à la préparation des bolides. On reconnaît les Jaguars. Et voilà les Mercedes, avec nos Boer qui marchent à leur côté. Mais notre amateur ne peut pas filmer de plus près. Seuls les caméramans de métier circulent librement dans les stands. Chez Mercedes, on vérifie la mécanique une dernière fois avant le départ. L'atout majeur de ces derniers modèles, ce sont ces aérofreins, conçus pour mieux ralentir dans les virages. Une réponse à Jaguar qui est arrivée il y a 2 ans sur le circuit avec des freins à disque révolutionnaires. Il est presque 16 heures, l'heure du grand départ. Tout le monde a déserté la piste, à part certains membres de l'organisation, et debout, face à leur voiture, de l'autre côté du circuit, les pilotes attendent.
Au signal, ils vont courir vers leur voiture garée en épi. C'est le légendaire départ des 24 heures du Mans. Un moment de grande tension qui fait le bonheur des caméramans. Déjà, en 1926, le départ en épi avait été adopté. L'idée était que les voitures ne démarrent pas toutes en même temps pour éviter des accidents. Mais pas seulement. L'idée était aussi que le public puisse bien voir les pilotes installer les capotes de leur voiture avant de démarrer. Pour les constructeurs, les 24 heures du Mans ont toujours été une formidable vitrine leur permettant de vanter les prouesses des voitures et de leurs équipements. Revenons en 1955. Depuis longtemps, il n'y a plus de capote à installer, mais le départ en épi est resté. C'est un des moments les plus attendus de la course, l'un des plus filmés. Après 2 heures de course, le duel attendu entre Fangio et Hawthorne, entre Mercedes et Jaguar, a bien lieu. Jamais les bolides ne sont allés aussi vite et à chaque tour, les records tombent. On dépasse les 190 km/h de moyenne avec des vitesses de pointe qui approchent les 300 km/h. L'épreuve d'endurance se transforme en une véritable course de vitesse. Mais la plupart des voitures ne peuvent pas suivre. Les différences d'allure sont l'une des causes profondes du drame qui se prépare. Au 34e tour, la plupart des voitures se sont déjà arrêtées pour faire un nouveau plein d'essence. Des instants très attendus par les caméramans postés à proximité des stands. À la 147e minute de l'épreuve, l'un d'entre eux, Jean-Jacques Rebuffa, déclenche sa caméra. Au pied des tribunes, la panique est totale. C'est l'endroit du circuit où il y a le plus de public, où la foule est la plus dense. L'accident vient de faire un nombre terrifiant de victimes. Le bilan sera de plus de 80 morts et 140 blessés. Du côté des stands, personne n'a idée de l'ampleur de la catastrophe qui vient de se produire. Ce qui attire d'abord l'attention, c'est cette voiture en flammes. La Mercedes de Pierre Levègue. Il est mort sur le coup. Très vite, les premiers secours sont donnés et un début d'organisation se met en place pour évacuer les blessés et les morts. Pendant ce temps, les bolides passent un peu moins vite, mais continuent à tourner sur le circuit. Mais que s'est-il passé avec la Mercedes de Levègue? Comment cet accident a-t-il pu faire autant de victimes? Revoyons beaucoup plus lentement les premières images de l'accident. Le caméraman a filmé les débris de la voiture projetés à une vitesse folle vers les gradins. Là, ce sont des roues. Et là, ce sont peut-être des aérofreins. Ce sont ces pièces et d'autres qui ont fauché les spectateurs dans les gradins. Jean-Jacques Rebuffa n'est pas le seul à filmer l'accident. Un caméraman de British Pathé a fait des images presque au même moment. Voici comment elles ont été montrées dans les salles de cinéma en Grande-Bretagne. Revoyons-les à une autre vitesse. Pendant que la Mercedes de Levègue fait un tonneau et se disloque, une autre voiture dérape en travers de la piste vers les stands. Pourquoi?
Regardons d'autres images de la scène. Revoyons-les plus lentement. Cette voiture que l'on voit passer, c'est la numéro 6, la Jaguar de Mike Hawthorne. L'autre voiture, c'est celle qui vient de déraper, une Austin. Ces deux véhicules sont à l'origine d'un accrochage qui n'a été filmé par aucune caméra. Voilà ce qui est arrivé quelques secondes plus tôt. L'Austin numéro 26 est doublée par la Jaguar de Mike Hawthorne, qui se rabat devant elle et freine pour s'arrêter à son stand. L'Austin fait un écart brutal pour l'éviter. La Mercedes numéro 20 grimpe sur l'Austin et décolle vers le talus. La suite a été filmée pendant quelques instants par 3 caméras. Mais pourquoi la Mercedes de Pierre Levègue se disloque-t-elle de cette façon? Parce qu'elle a percuté un muret en béton et que le choc a provoqué sa dislocation. Quant à l'Austin numéro 26, elle fauche 3 personnes devant les stands, rebondit contre les fascines et dérape à nouveau de l'autre côté du circuit en direction des tribunes avant de s'arrêter. Pour de nombreuses personnes qui viennent d'assister au drame, tout est de la faute de Mike Hawthorne et de sa Jaguar numéro 6. Regardons une dernière fois les trajectoires complètes de chaque véhicule au moment de l'accident. L'Austin roule à près de 190 km/h. La Jaguar la double à 240 km/h, se rabat devant elle et réduit considérablement son allure. L'Austin freine et s'écarte brutalement pour éviter une collision. La Mercedes, qui arrive à 240 km/h, grimpe sur l'Austin, décolle et percute le muret, se disloque et explose sur le talus. Quant à l'Austin, elle dérape vers les stands, rebondit et dérape à nouveau en travers de la piste. Pendant ce temps, la Jaguar roule dans la zone de ravitaillement, rate son stand et s'arrête un peu plus loin avant de repartir pour un tour. Tout s'est passé en 4 secondes et sur à peine 200 mètres. Après un ralentissement pendant plusieurs tours, la course reprend de plus belle. À plus de 200 mètres, les spectateurs ne se doutent pas de la gravité de la situation. Ceux qui sont plus loin ne s'aperçoivent de rien. Une première annonce officielle, mais encore imprécise, sera faite dans la nuit. Et c'est seulement le lendemain que la presse va révéler l'ampleur de la catastrophe. Quelques jours plus tard, la plupart des Français découvrent ces images au cinéma. En 1955, encore peu de gens ont la télévision. Les secours s'organisent spontanément. Un prêtre même apporte les derniers réconforts ou la bénédiction de la foi. Tout devient hallucinant. 20, 40, 50, 80 morts, sans blessés graves. La Mercedes du malheureux Levègue se désintègre littéralement, criblant encore tout l'alentour d'éclats de magnésium. Durant près de 3 heures, les ambulances, les sauveteurs, les brancardiers transporteront les victimes vers les hôpitaux par les routes heureusement restées libres parce que la course continue. Revenons à des images prises sur les lieux moins d'1 heure après l'accident. La carcasse de la Mercedes de Levègue se consume encore et les derniers objets sont ramassés. Les victimes ont déjà été évacuées vers les hôpitaux de la ville du Mans. La décision des organisateurs de ne pas interrompre la course a permis aux secours d'intervenir au plus vite. Si la compétition avait été arrêtée, des dizaines de milliers de visiteurs reprenant la route auraient empêché les ambulances de circuler librement. Dans la nuit, les caméramans ne peuvent filmer que les endroits les plus lumineux du circuit. Cette tribune, par exemple, qui reste éclairée pour permettre aux journalistes d'écrire leurs articles. Depuis l'accident, c'est la Mercedes de l'équipe Fangio-Emos qui a pris la tête de la course. Elle est talonnée par la Jaguar des Anglais Hawthorne et Bueb. Près d'1 heure du matin au stand Mercedes, Noboer discute avec Fangio. Comme toujours pendant les courses, Noboer a des chronomètres pendus autour du cou.
À l'évidence, il n'en a que 2 à portée de main. Mais il y a aussi un 3e cordon qui dépasse de cette poche. Probablement le cordon d'un 3e chronomètre, celui de la Mercedes de Loveg. Ce n'est qu'un peu plus tard, vers les 2 heures du matin, que Neuboer va exécuter l'ordre de sa direction à Stuttgart de retirer son écurie de la course, en signe de deuil. Dimanche 12 juin. Ces images sont prises en début de journée à différents endroits autour du circuit et toujours par la même petite caméra amateur. Depuis ce matin, la catastrophe du Mans devient un événement médiatique international. Ici, tout le monde est au courant des conséquences désastreuses de l'accident. Sauf les pilotes, à qui on en dit le moins possible pour ne pas les perturber pendant la course. Après le retrait des Mercedes dans la nuit, c'est la Jaguar de Mike Hawthorne qui a pris la tête. Les caméramans de télévision reviennent filmer en bas des tribunes. Il n'y a plus aucune trace de l'accident. La décision de poursuivre les 24 heures commence à indigner une partie des journalistes et de l'opinion. Le directeur de course va répondre que c'était la seule solution pour assurer au plus vite l'évacuation des victimes. Mais il y avait peut-être une autre raison à cela. L'arrêt de l'épreuve pouvait mettre les 24 heures du Mans en faillite. Outre le remboursement de spectateurs et des espaces publicitaires, les constructeurs étaient en droit d'exiger des dommages et intérêts pour non-respect du règlement. Car le règlement est clair, la course n'est arrêtée que si le circuit est impraticable. Le circuit n'a jamais été impraticable. Le stand Mercedes est vide. L'équipe est rentrée à Stuttgart et il faudra attendre plus de 30 ans pour que leur voiture revienne sur le circuit. Peu après 16 heures, la Jaguar de Mike Hawthorne franchit la ligne d'arrivée. Il remporte la course. Au moment où son copilote et lui offrent des sourires aux photographes et aux caméramans, ils ne savent pas grand-chose de l'accident. Une partie de la presse va désigner Mike Hawthorne comme le grand coupable et retourner avec violence ces images contre lui. C'est avec la même violence que Mercedes et Jaguar vont se rejeter la responsabilité de la tragédie. Très vite, une enquête est officiellement ouverte. Elle aboutira à un non-lieu. Les pilotes et les responsables du circuit seront mis hors de cause. Mais l'accident des 24 heures du Mans devient une affaire d'État et le ministère de l'Intérieur suspend toutes les compétitions de la saison. Les mêmes décisions seront prises en Allemagne, en Espagne et en Suisse. C'est tout l'avenir du sport automobile qui est en jeu. Quelques mois plus tard, en novembre 1955, avant même que des mesures extrêmement strictes soient imposées, les organisateurs des 24 heures du Mans décident d'engager des travaux colossaux sur le circuit. Bernard Chottard, qui habite tout près, a filmé le chantier avec sa petite caméra 8 mm pendant plus de 6 mois. La portion de route qui passe devant les tribunes est considérablement élargie et de nouveaux stands sont construits. Les gradins sont eux aussi entièrement refaits. Tout est réaménagé pour mieux assurer la protection du public. Même la passerelle Dunlop est déplacée pour réduire la courbe du virage. Enfin, il est décidé de construire sur place un petit hôpital avec son bloc opératoire. Quant au nombre d'ambulances, il va passer de 6 à 35. Tout cela coûte une fortune, mais le circuit sera prêt pour la prochaine édition des 24 heures du Mans, qui, exceptionnellement, ne se déroulera pas en juin, mais en juillet 1956.